bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans notre émission Écho de campagne, qui évidemment ne fait aucune référence à l'excellent quotidien économique. On va parler, comme son nom l'indique, de la campagne. Cette campagne, elle s'annonçait violente, et elle l'est, avec pour la première fois depuis 1981 un candidat qui est président en exercice et qui est au pouvoir, qui n'est pas qui est avec un gouvernement de sa sensibilité politique. On attendait une campagne extrêmement marketing, et là non plus on n'est pas déçu. Crise oblige, crise aidant, certains candidats surfent sur des idées qu'on va dire pas très réalistes. On attendait aussi un grand débat sur les déficits publics. On a beaucoup parlé des notations des agences bancaires, de la perte du AAA. C'est vrai que de ce point de vue-là, en revanche, on est déçu. On reste sur sa faim, comme on reste sur sa faim sur le volet sortie de crise, inventer un nouveau modèle à notre société, notre modèle qui semble s'essouffler. Alors on a décidé avec nos experts, nos 3 experts économiques, de centrer le débat sur 3 thématiques qui nous ont semblé extrêmement importantes pour nous citoyens et pour vous, dirigeants d'entreprise. La réduction des déficits et la restauration de l'équilibre. On ne peut plus continuer à vivre à crédit. 2, la réduction des inégalités. 3, la lutte contre le chômage. Pour commencer, les déficits publics, je le disais, on a énormément parlé de la question. Avant de donner la parole à nos experts, quelques chiffres pour bien cerner le débat. Aujourd'hui, la dette de la France, c'est 1750 milliards. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 26 000 euros par habitant. Non pas 26 000 euros par contribuable, encore moins par contribuable payant l'impôt sur le revenu, puisque vous savez que la moitié seulement des contribuables paient l'impôt sur le revenu, mais par habitant. Le service de la dette, aujourd'hui, est le premier poste budgétaire de l'État. Et il représente presque 50 milliards d'euros par an. Le déficit public, il a été en 2011 de 91 milliards. Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Ces chiffres sont assez anxiogènes, mais ils montrent qu'il faut réagir. Les marchés nous y obligent. Alors, la première question que je voudrais poser à nos experts, et je m'adresse à Nicolas Bouzou. Nicolas, est-ce qu'il faut plutôt... Il y a 2 façons de réduire les déficits. 1, on réduit nos dépenses. 2, on accroît les recettes, autrement dit les rentrées fiscales. Qu'est-ce qu'il faut privilégier et à quel rythme pour ne pas casser la croissance? Bonsoir à tous. Déjà, je vais répondre bien évidemment à la question, mais vous avez donné plusieurs qualificatifs à la campagne. Il y a un qualificatif que vous n'avez pas donné, c'est le fait qu'elle est nulle. Et que je ne peux pas me permettre, moi. Non, ouais, moi non plus. Mais c'est quand même une vraie difficulté, parce que les contraintes qui se posent à nous sont largement des contraintes exogènes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudra les régler d'une façon ou d'une autre. Et j'ai peur qu'on se rende compte au mois de juin que les Chinois sont toujours là, que la dette est toujours là, que les chômeurs sont toujours là. Donc il va quand même falloir régler ces problèmes. Et moins on en aura parlé avant, plus il sera sans doute difficile de les régler ensuite. Alors, sur cette question des déficits publics, est-ce qu'il faut mieux augmenter les recettes ou diminuer les dépenses? Les recettes, en réalité, c'est 2 choses. C'est d'une part la croissance économique, c'est-à-dire l'évolution des recettes, l'évolution automatique, je dirais, des recettes, et puis ce sont les taux d'imposition. Bon, la croissance économique, ça ne se décrète pas. On peut mener des politiques qui sont favorables à la croissance économique, mais ce sont des politiques qui mettent évidemment un certain temps avant d'avoir des effets. On peut augmenter les taux d'imposition, bien évidemment, mais on est en France sur des niveaux de taux de prélèvement obligatoire qui sont relativement élevés. Et les impôts aujourd'hui qui ont un rendement fiscal élevé, ce sont des impôts comme la TVA, comme la CSG, donc ce ne sont pas forcément les impôts les plus populaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les augmenter, mais il y aura sans doute une difficulté à faire passer ça auprès de l'opinion publique. Moi, si vous voulez, il me semble que la marge de manœuvre en France, elle se situe surtout du côté des dépenses. Il pourrait en être autrement dans un autre pays, mais je vais donner un chiffre très vite, mais que tout le monde connaît. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est à peu près 45% du PIB. La dépense publique, c'est à peu près 55% du PIB.
Donc si l'idée consiste à rétablir l'équilibre budgétaire en faisant passer les prélèvements obligatoires de 45 à 55% du PIB, ça me paraît compliqué, si vous voulez. Alors certes, on peut faire passer le taux de prélèvement obligatoire de 45 à 46%, mais surtout, il faut maîtriser la dépense publique. Et si on n'en parle pas, c'est parce que maîtriser la dépense publique, au fond, ça passe par des réformes. Réforme des retraites, réforme de l'assurance maladie, amélioration de la productivité de l'État, meilleure coordination entre les différents strates de collectivités locales. Et justement, ce sont ces sujets-là qu'on ne met pas sur la table pendant la campagne présidentielle. Bernard Maris, il faut donc plutôt réduire nos dépenses. Oui, bien sûr, mais d'abord, pourquoi on ne l'a pas fait ? Après tout, ça fait 10 ans qu'il y a des gouvernements qui disent qu'il faut réduire les dépenses publiques. Ça fait 10 ans, c'est long 10 ans. En 10 ans, on a le temps de construire une politique. 10 ans, c'est exactement le temps qu'a mis le commerce extérieur français pour passer de l'équilibre à un déficit absolument phénoménal. On pouvait ouvrir les yeux, enfin, d'une certaine manière, je ne sais pas moi, regardez ce qui se passait, on a laissé dériver. Et pour reprendre la question qui est très difficile, hein, bien sûr, en amont, je voudrais dire une chose. D'abord, je voudrais rappeler pourquoi on s'est endetté. Pourquoi on s'est endetté. Et deuxièmement, je voudrais dire que la dette et le paiement de la dette, c'est quelque chose de socialement extrêmement injuste. Le fait que vous payez, vous, par l'impôt, direct ou indirect, 50 milliards d'intérêts, c'est ça ? Bon, j'espère que vous êtes les créanciers, c'est-à-dire que vous vous payez à vous-même. Hein ? Mais ça veut dire que beaucoup de gens qui ne sont pas des créanciers vont payer des créanciers. Non seulement eux vont payer ces créanciers, mais leurs enfants, pendant des générations, paieront aussi ces créanciers. Et probablement que si certains ont la chance d'hériter, donc faire passer leurs créances à leurs enfants, ça veut dire que les enfants de ceux qui payent vont payer pour les enfants de ceux qui sont les héritiers. Donc il y a quelque chose de profondément injuste, et particulièrement injuste en France, où le modèle républicain, j'y reviendrai tout à l'heure, est un modèle fondamentalement égalitaire. Il ne faut jamais oublier que la France est construite sur le concept d'égalité, de liberté bien sûr, mais d'égalité. Et la deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est pourquoi nous nous sommes endettés. Pourquoi ? Et la réponse, elle est assez simple. Nous avons voulu maintenir notre niveau de vie. Je ne dis même pas pouvoir d'achat, je dis notre niveau de vie, notre façon de vivre, notre mode d'existence. Nous avons voulu le maintenir alors que nous ne savions pas faire de la croissance qui nous aurait permis de maintenir ce mode d'existence. Donc nous avons choisi de fermer les yeux, de ne pas faire ce qu'il fallait faire pour avoir une croissance suffisante, et nous avons voulu, en fermant les yeux, maintenir notre niveau de vie. Si nous voulons rembourser la dette, c'est pas compliqué. Il faut accepter de perdre 5, 6, 7% de niveau de vie, de pouvoir d'achat, voilà. Les Grecs, ils vont perdre combien ? 50%, 60%, 70% de pouvoir d'achat, comme les Argentins qui ont perdu 60-70% de niveau de vie. Eh bien, ils ont fini par retrouver l'équilibre. Donc nous, si nous voulons retrouver l'équilibre, il faut se dire ça. À moins que, et là Nicolas, je suis d'accord avec lui, à moins qu'il y ait quelque chose de miraculeux qui s'appelle la croissance et qui nous permette de rembourser plus facilement. Vous savez de combien la France était endettée en 1946 ? 200% du PIB, à peu près, 200%. Combien de temps elle a mis pour rembourser ? 4 ans. Allez, 5 ans. 5 ans. Mais bon, 6% de croissance du PIB, 10% de croissance de l'industrie. Donc on remboursait très très vite. C'est vrai que malheureusement, on est pris dans une tenaille, et il faut voir pourquoi on est pris dans cette tenaille. Nous n'avons pas voulu accepter de baisser notre niveau de vie, alors que nous avions choisi un modèle de croissance qui nous imposait de baisser notre niveau de vie. Jean-Marc Vittori, alors nous devons accepter de baisser notre niveau de vie. Ouais. Je voudrais revenir un peu en amont pour donner des chiffres un petit peu plus parlants à vous, plutôt que de parler de dizaines de milliards, pour montrer l'ampleur du problème. Hein. Si l'État, c'était quelqu'un qui avait un revenu de 2500 € par mois, hein, pas de 250 000, non, 2500 € par mois. Il irait voir son banquier, il lui dirait « Bonjour monsieur le banquier, voilà, je gagne 2500 € et je dépense 3000 €. Hein, quand on rapporte les dépenses aux recettes de l'État, on arrive à cet écart-là. Et donc le banquier lui dirait
Donc vous voulez m'emprunter 500 € par mois. Et l'État dirait non, je ne veux pas emprunter 500 €, je veux emprunter en fait 1200 € par mois. Donc le banquier le regarderait avec des yeux exorbités en disant 1200 € par mois alors que vous gagnez 2500. Oui, parce que je vis avec 500 € de plus par mois et en plus, il me faut 700 € par mois pour rembourser l'autre banquier à qui j'ai emprunté la fois précédente. Donc c'est comme ça que vit l'État aujourd'hui. Donc oui, clairement, nous vivons nettement au-dessus de nos moyens. Alors, si on vit nettement au-dessus de nos moyens, ce n'est pas parce qu'on aurait dû baisser notre niveau de vie, c'est parce qu'on aurait dû accepter qu'il augmente moins. Le passé, c'est ça. C'est qu'on a fait une course, une fuite en avant, en multipliant les dépenses publiques pour toute une série de raisons, et on n'a pas voulu tenir compte de la réalité. La réalité nous tombe dessus aujourd'hui, c'est la signification d'un certain nombre de choses, c'est la signification de ce qui s'est passé en Grèce, en Italie, du changement de la notation de la France par l'une des agences. C'est clairement, il y a un doute sur votre capacité à rembourser, donc il faut que vous fassiez attention, il faut rééquilibrer les comptes. Vous ne pouvez pas continuer à dépenser, à avoir besoin de 3 700 € par mois alors que vous ne gagnez que 2 500 € par mois. C'est pas très compliqué à comprendre. Alors ensuite, comment on fait ? Alors en France, le réflexe, c'est d'augmenter les impôts. Je pense qu'on est... plus on augmente les impôts, plus ça devient difficile, parce que le rendement de l'impôt devient moins grand, l'impôt devient de moins en moins supportable, et donc clairement il faut agir de l'autre côté, du côté dépenses. C'est quelque chose qui est pratiquement absent de la campagne électorale. Moi je suis stupéfait de l'écart avec la campagne qu'il y avait eu au Royaume-Uni il y a 2 ans. Au Royaume-Uni, c'est pas très loin. La campagne, ça avait entièrement été sur la réduction du déficit, et les conservateurs disaient il faut faire une réduction massive du déficit en baissant les dépenses publiques à 4/5 et en augmentant les impôts d'1/5. Les travaillistes disaient il faut y aller moins fort sur la dépense publique, il faut faire l'effort de rééquilibrage en réduisant des 2 tiers la dépense publique et 1 tiers de hausse d'impôts. Ça, c'est la position sur laquelle est en France Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que c'est le candidat de droite en France qui est sur la position de gauche au Royaume-Uni, et lui ne dit absolument pas comment il voudrait réduire les dépenses publiques, alors que les conservateurs britanniques avaient donné des pistes très fortes. Donc moi je crois qu'il faut réduire la dépense publique, qu'il va falloir le faire. Je peux donner un certain nombre de pistes, mais que Nicolas a déjà évoqué, clairement sur les dépenses de retraite, et en particulier de retraite des fonctionnaires. Il va falloir faire des ajustements tout à fait sensibles, qu'il y a eu dans le privé et qu'il n'y a pas eu dans le public. En matière d'organisation de la santé, il y a des efforts d'organisation absolument colossaux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, dans tous les secteurs de l'administration où on traite énormément d'informations, maintenant, on a des machines pour traiter énormément d'informations. On ne s'est pas réorganisé radicalement en fonction de ça. Et le 4e point, c'est évidemment le millefeuille administratif. Je vous rappelle que nous avons en France autant de communes que dans l'Europe des 15 avant l'élargissement, que nous avons 4 niveaux administratifs alors que tous les autres pays en ont 2 ou 3 sans que ça soit la catastrophe. Alors là, dans ce cas, une des questions qui se pose et qui préoccupe énormément les Français aujourd'hui, à juste titre, c'est notre modèle social. On sait que par les effets démographiques, il va devenir plus cher, plus coûteux. On commence à parler du risque dépendance. Un des candidats imagine de rendre la couverture de ce risque dépendance obligatoire. Est-ce qu'on a les moyens, dans ce contexte-là et dans le contexte que vous décrivez avec cet exemple-là, effectivement, d'un foyer qui serait à 2 500 €, de financer toujours ce modèle social ? Bernard. Long soupir. Bon, ce modèle social, c'est le cœur du problème. Faut pas se leurrer, quoi. C'est-à-dire que l'État, vous allez diminuer le nombre de voitures des ministres, diminuer un peu le salaire des ministres. Bon, je veux bien qu'on fasse une réforme, diminuer le nombre des députés, etc. Mais c'est des économies de bout de chandelle, c'est ça. Vraiment, le gros de la dépense, c'est ce qui fait le modèle français. C'est notre modèle social, c'est la dépense sociale. Ce qui fait, et c'est un modèle social auquel les Français sont particulièrement attachés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc, parce que moi je suis un provincial, lui c'est un Parisien, mais je trouve que l'un des charmes de la France, c'est justement que c'est
un paysage extrêmement divers, diversifié et extrêmement habité un peu partout. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de communes en France, ça me gêne pas trop, moi, franchement. Bon, ça c'est une part. On peut avoir beaucoup moins de communes et avoir des maisons et des boutiques. On n'a pas besoin d'avoir un découpage communal pour avoir des gens qui habitent dans un endroit. Il faut être sérieux, Bernard. Je sais pas. Moi, je vous avoue que quand je sors de Paris, je suis content. Mais enfin bon, c'est comme ça. Moi aussi. Chacun son truc. Donc, mais bon, le cœur du problème, ça reste la dépense sociale. La Sécu n'est pas tellement déficit. Hein, c'est 10 milliards par rapport au paquet que représente, à l'énormité du montant de la dépense sociale. Ça fait combien? Ça fait, je sais pas, 2%, même pas. Mais elle coûte très cher, parce que je reprends l'exemple des 2500 euros. Notre foyer, s'il est salarié, pour avoir ces 2500 euros, ça a obligé à payer une somme équivalente, donc 2500 euros de cotisation patronale et salariale. Bien sûr. La Sécu coûte cher, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chômage. Donc c'est des gens qui, effectivement, sont bien assistés, entretenus, pris en charge. Et c'est bien. S'il n'y avait pas de chômage, la Sécu serait équilibrée. Ce seraient des employés qui paieraient des cotisations sociales. Il n'y aurait aucun problème de ce côté-là. Et la deuxième raison, c'est parce que, bien que la France soit un pays jeune et un pays démographiquement en forme et actif, le poids des personnes âgées fait que la maladie, ce sont les personnes âgées qui sont malades, hein, et elles sont à la retraite et elles sont malades. Alors il y a certainement des réformes à faire du côté des retraites, je suis entièrement d'accord. La moindre des justices serait que les gens du privé ne soient pas plus maltraités que les gens du public. Quand M. Balladur a fait sa réforme à la sauvette en plein été, qui a fait que tout à coup les gens du privé ont dû cotiser sur combien, 15 ans, c'est ça? Ou les 15 dernières années, alors que les fonctionnaires, eux, continuaient de cotiser sur... J'avoue que c'est une réforme absolument pas courageuse, une réforme sauvage. Bon, c'est le genre de débat qui méritait un peu mieux. Donc de ce côté-là, il va falloir certainement rattraper les choses. Mais cette dépense sociale, oui, on va la casser, on va la diminuer. Alors qu'est-ce qui se passe? Imaginez, là, je tranche dans le lard. Ça y est, je suis Cameron, là. Hein, boum, diminue de 10%. Ouh là là, vous allez voir les pharmaciens qui vont commencer à faire la tête, non? Les laboratoires pharmaceutiques, les médecins. Moi, je veux bien qu'on commence à supprimer la dépense sociale et qu'on diminue. Donc le problème hélas, qui est tragique, c'est que si je commence à vraiment tailler dans la dépense publique, je vais ruiner la croissance, ça c'est clair, et je vais avoir un effet boomerang qui va faire que je vais aggraver le déficit public. Ça, c'est un phénomène qui est malheureusement très connu. Je veux faire le bien, je diminue la dépense publique, je tue la croissance, et finalement, au lieu de diminuer le déficit public, j'accrois le déficit public parce qu'il y a moins de recettes. Ce genre de phénomène que connaissent si bien les économistes, qui sont des phénomènes multiplicateurs, quand ils vont dans le bon sens, c'est des phénomènes de multiplicateurs de croissance, la vie est belle, mais ils peuvent aller aussi dans le mauvais sens. Donc il faut être extrêmement prudent. Il faut bien sûr avoir une vision de long terme, j'en suis convaincu, mais il faut être extrêmement prudent et y aller très doucement. Et il faut plutôt chercher à voir ce qui va pouvoir tirer les recettes vers le haut, c'est-à-dire la croissance. Je termine là-dessus parce que je suis déjà très long. La croissance, c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir faire attention. Et c'est plus les voitures, hein. C'est plus ça, c'est terminé. C'est quelque chose à laquelle il va falloir donner un contenu nouveau. Je suis évidemment entièrement d'accord sur la question de la croissance et évidemment entièrement d'accord sur le diagnostic concernant la dépense sociale. Là où je suis moins d'accord avec Bernard, c'est sur l'idée qu'il y aurait forcément un arbitrage entre la croissance et la réduction de la dépense. Je crois qu'il y a deux façons de faire de l'austérité. On peut faire de l'austérité un peu à la va-vite, qui a plutôt été fait en Europe ces derniers mois. C'est-à-dire on augmente les impôts, on taille dans les budgets un peu à la serpe. Et là, évidemment, les effets multiplicateurs dont parle Bernard jouent à la baisse. Mais il me semble qu'il y a un autre moyen, c'est de faire des réformes. Et en faisant des réformes, on n'affecte pas nécessairement la croissance. Je vais vous donner un exemple.
l'État-providence, c'est un truc vachement bien. On est tous très contents avec l'État-providence. On a fait ça après la guerre. Tout le monde était assuré. On avait le plein emploi. La masse salariale progressait rapidement. Il n'y avait que des jeunes, donc c'était super. Bon, le problème, c'est que ces éléments ont tous évolué. Donc aujourd'hui, notre État-providence n'est plus soutenable. Mais il n'y a pas que ça. Si vous prenez l'assurance maladie, par exemple, les dépenses d'assurance maladie, elles augmentent, oui, parce que la population vieillit, mais en réalité, elles augmentent surtout parce que le coût des traitements lui-même augmente, parce que vous avez de plus en plus de pathologies de long terme, parce que si vous prenez, j'ai travaillé sur un sujet qui est pas glamour, mais qui est très intéressant, qui est celui de l'économie des cancers. Ça représente les cancers 5 milliards d'euros par an, donc c'est déjà une grosse somme, mais c'est une somme qui croît extrêmement rapidement. Pour une nouvelle qui est une excellente nouvelle, les traitements sont de plus en plus efficaces et de plus en plus coûteux, et en plus les cancers, on les, pardonnez-moi, chronicise. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui n'a plus un cancer 1 an, mais il a un cancer 15 ou 20 ans. Mais évidemment, ça coûte très cher pendant très longtemps. Et donc le sujet, mais qui à mon avis est un sujet intellectuellement absolument merveilleux et qui devrait nous mobiliser pendant cette campagne électorale, c'est pour ça que je suis atterré, c'est au fond, qu'est-ce qui relève de la solidarité? Qu'est-ce qu'on garde? Allez, qu'est-ce qu'on garde dans l'État-providence? Et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'on ne garde pas dans l'État-providence? Voilà, bien sûr, bah évidemment, il est joueur. Évidemment qu'on le garde. Mais alors je vais te donner mon propre exemple. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'on garde pas? J'ai déjà pris cet exemple 10 fois, je suis désolé, mais quand je fais du ski et que je me casse l'épaule, non, on garde pas. Le ski, c'est pas dans la pyramide de Maslow, donc quand on paye, voilà, c'est pas grave. Ou quand je vais, moi j'ai besoin de ma voix, un peu de ma tête, mais surtout de ma voix en réalité. Quand j'ai une rhinopharyngite, je vais prendre de la cortisone, c'est remboursé. Évidemment, ça ne devrait pas être remboursé. Ouais, ça, ce sont des choses, évidemment, qu'il faut sortir du champ de la protection sociale parce qu'on veut garder Alzheimer. La question de la dépendance dont vous parliez, pour moi, c'est pas du tout une question autonome. La dépendance, c'est une maladie. Alzheimer, c'est une maladie. Si on a voulu créer une 5e branche en matière d'assurance maladie, c'est parce qu'en réalité, comme on ne veut pas réformer la maladie, on se dit on va créer une nouvelle branche. Mais c'est faux. Il y a plein de gens, et 80% des plus de 80 ans ne sont pas dépendants. Donc ce n'est pas une question qui est liée à l'âge, la dépendance. C'est une pathologie. Et donc, ça doit rentrer dans le champ de l'assurance maladie. Et je pense qu'Alzheimer, en effet, on peut considérer que, oui, ça fait partie de notre contrat social. Bernard, un petit mot. Après, je te promets. Et puis Jean-Marc après. Non, mais je ne veux pas non plus que le débat ne soit focalisé uniquement là-dessus, parce que je voudrais parler d'éducation tout à l'heure. Mais je comprends très bien ce que veut dire Nicolas. Il faut responsabiliser les gens. Bon, sur la dépense. Le modèle qui responsabilise le plus les gens, puisque les gens ne sont pas remboursés, c'est le modèle américain. Et on se retrouve dans ce modèle avec une dépense qui est à peu près le double de la dépense française, pas tout à fait, et où les gens sont moins bien soignés. Je sais de quoi je parle, puisque moi j'avais ma fille qui vivait à San Francisco, qui a été obligée d'accoucher là-bas, malheureusement. Je dis bien malheureusement, parce que j'aurais préféré qu'elle accouche ici. Donc. Et ce modèle, le problème de la responsabilisation des gens, c'est que la santé, c'est pas comme une voiture. Lorsque vous êtes responsable, vous pouvez vous passer de voiture, vous êtes assez grand. Mais de santé, non. Vous avez une attitude vis-à-vis de la maladie et vis-à-vis de la mort qui est radicalement différente de l'attitude que vous avez par rapport au soda, au jambon et aux voitures. Et à partir de là, on constate aux États-Unis que les gens sont prêts à s'endetter comme des malades, c'est bien ce que je puis dire, hein, si je permettais cette expression un petit peu osée, pour arriver néanmoins à bénéficier de soins qui sont exorbitants. Et de fait, vous avez à peu près 45 millions de personnes qui ne sont pas soignées aux États-Unis. Donc, je ne suis pas... Je ne dis rien. Je ne dis rien. Hein, je ne veux... Mais je dis, il faut être très prudent et il faut voir que le modèle français ne fonctionne pas si mal que ça. Le modèle français n'est pas un si mauvais modèle. Jean-Marc, pour conclure. Alors, moi je pense qu'il faut sauver le modèle français, mais il faut le sauver. Quand on a créé ce modèle, c'était après-guerre. Juste un exemple. Retraite, on avait la retraite à 65 ans, espérance de vie 67 ans. Donc on pouvait donner des retraites, qui n'étaient pas énormes d'ailleurs, en prélevant très peu sur les salaires, et on pouvait avoir un certain nombre de retraités. En plus, on avait peu de retraités. Aujourd'hui, retraite, on l'a prise en moyenne à 60 ans, espérance de vie 80 ans.
10 fois plus de temps de retraite à financer. On ne peut pas garder le système identique. On peut l'adapter, on peut le changer, mais on ne peut pas le garder identique. Deuxième point tout de même sur les... Pourquoi c'est important d'agir sur la protection sociale? On n'est pas à 10 milliards de déficit, hein, on est plutôt, ces dernières années, entre 20 et 30, quand on regarde tous les comptes. 20 et 30, et c'est de l'assurance. Hein. Imaginez que vous ayez le choix entre deux assureurs, un assureur qui est en bénéfice et un assureur qui fait des pertes. Vous vous dites, si jamais j'ai un accident de voiture, ben, l'assureur qui va me rembourser le plus, c'est sans doute celui qui fait des bénéfices. Donc vous iriez voir celui-là. En France, on n'a pas le droit, pour l'assurance maladie, pour l'assurance retraite, sauf certaines professions, mais la plupart des salariés n'ont pas le droit de faire jouer la concurrence et donc sont obligés d'aller à une assurance qui est en perte et qui est de plus en plus en perte. Et donc ça ne peut pas durer. Une assurance en perte, c'est profondément malsain. Alors ensuite, comment agir? Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, oncle Bernard nous a fait jouer le drame du modèle américain. Il y a d'autres modèles. Il y a le modèle de santé suédois. Il y a le modèle de santé britannique. Nous dépensons moitié plus que les Britanniques pour notre santé. Espérance de vie, c'est la même. Alors évidemment, parfois, ils font la queue à certains trucs, mais en France, ceux qui sont allés à l'hôpital, ma femme y allait hier pour un petit problème de thyroïde, elle a fait 3 heures de queue pour quelque chose qui n'avait rien d'urgent. Donc aucune raison d'avoir des plannings chamboulés pour une raison d'urgence. Elle a fait 3 heures de queue. Problème d'organisation absolument majeur. L'organisation, ça coûte de l'argent. Si vous envoyez... moi, j'ai 3 amis qui sont des experts en organisation d'entreprise. Ils sont allés chacun à l'hôpital. Ils en sont ressortis plus malades, pas parce qu'on les avait mal soignés, mais parce qu'ils ont vu l'organisation. Et de leur lit, ils ont vu à quel point c'était organisé en dépit du bon sens. Et c'est très difficile de dire à un cardiologue qui vous a sauvé la vie, cher ami, vous m'avez sauvé la vie et je vous en serai éternellement reconnaissant, et vous organisez votre service comme un pied. C'est extrêmement compliqué, il va falloir agir là-dessus, et il y a des gisements qui sont absolument énormes. Merci Jean-Marc. Donc vous le voyez, il y a quand même un consensus, il faut préserver notre modèle social avec, j'allais dire, des nuances dans ce qu'il faut faire.